Bonsoir à tous, bienvenue dans Zone Grise, l'émission qui retrace l'actualité internationale. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec trois chroniqueurs, évidemment, toujours Tristan, fidèle au poste. Bonsoir Tristan, comment ça va? Très très bien toi, toujours là. Toujours là Tristan. Jao, comment ça va? Très bien et toi? Ça va super, merci. Et la nouvelle, Salomé. Bonsoir. Bonsoir, un peu stressé Salomé pour tes débuts dans l'émission Un petit ou peu, mais ça va? contente quand même. Bon, l'actualité est encore riche évidemment au niveau international où le contexte reste assez tendu. Alors avant d'écouter vos chroniques, on va essayer de retracer un peu cette actualité internationale ensemble. Du côté des États-Unis, eh bien, le pays de l'oncle Sam lorgne sur le Groenland. Depuis quelques jours, le président américain Donald Trump ne masque pas ses ambitions vis-à-vis de la deuxième plus grande île du monde. Le Groenland appartient au royaume du Danemark, membre de l'Union européenne. Les aspirations du président américain sont donc contestées par les Européens qui y voient une atteinte à la souveraineté d'un de leurs pays membres. Trump a menacé d'imposer des sanctions financières à 8 pays contestataires. L'Europe affirme de son côté ne pas vouloir céder au chantage imposé par les États-Unis. Tristan, qu'est-ce que ça t'évoque, cette actualité très chaude autour du président des États-Unis et du Groenland, d'une île dont on ne parle pas assez finalement et qui se retrouve propulsée aujourd'hui sur le plan médiatique? Effectivement, je pense surtout ce qu'on peut en retenir, c'est que c'est un fait politique qui est dans une dynamique géopolitique bien plus globale, c'est-à-dire que on entend beaucoup de choses par rapport au Groenland, et on se rend compte que les États-Unis sont dans une sorte de retour à la doctrine Monroe, c'est-à-dire que tout ce qui est sur le continent américain euh, pourrait être en tout cas sur comment dire dans leur sphère d'influence parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus forcément les moyens d'être le gendarme du monde et qu'il y a d'autres pays qui pourront peut-être l'être ou dans une certaine forme de concurrence avec la Chine, la Russie, peut-être l'Inde un jour, etc., etc. Ce qui fait que on pourrait également dire que le fait que les États-Unis veuillent s'approprier un certain territoire, c'est pas quelque chose de nouveau. Surtout qu'à un moment donné, j'avais cru entendre il y a quelques jours que les États-Unis souhaitaient acheter le Groenland. Il y avait comment dire, une offre qui avait été mise sur la table, etc., pour s'attacher les services, enfin, pouvoir posséder le Groenland, ou en tout cas l'exploiter. C'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau dans l'histoire américaine. Je veux dire, les États-Unis ont acheté l'Alaska, ils ont acheté la Louisiane. Il me semble, Mm. il faudrait que je me renseigne un peu plus. Il y a très longtemps, la Floride avait été également achetée. Mm. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Après, voilà, ça pose quand même une certaine question autour du droit international. Faut pas se mentir. Mais voilà, c'est un sujet qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Toi, Jao, tu voulais rebondir sur ce que disait Tristan? Alors effectivement, c'est plus pour parler l'Europe dans ce conflit-là. Mm. Le président donc Macron a appelé ce week-end en fait toute l'Union européenne à mettre l'instrument anti-coercition en place. Dans l'idée, c'est pour faire face aux menaces que tu as dit contre les contestataires de la part de Washington. C'est une idée pour limiter les importations qui viendraient des États-Unis. Mm. Donc ça vient d'être fait ce week-end. Il a réuni le Conseil d'État pour avertir l'Union européenne. À savoir qu'il a aussi réuni ce Conseil d'État pour parler de l'Iran, qui, j'assume, est ta deuxième rêve. C'est ça, exactement, transition toute faite, Jao, puisqu'on va parler de l'Iran. La grande vague de manifestations se poursuit du côté de l'Iran. Ce samedi 17 janvier, le guide suprême du pays, Ali Khamenei, a prononcé un discours dans lequel il reconnaît pour la première fois que l'Iran a enregistré des milliers de morts depuis le début des contestations. Ali Khamenei a notamment insisté sur le rôle de Donald Trump dans ce triste bilan, l'accusant d'avoir encouragé, je cite, les fauteurs de troubles. Dimanche, le président iranien Massoud Pezeshkian a menacé l'Occident d'une potentielle guerre totale avec l'Iran en cas de chute du guide suprême, une destitution ouvertement souhaitée par Donald Trump samedi. Jao, je voulais te relancer sur l'Iran parce que évidemment on parle des États-Unis qui sont encore une fois acteurs majeurs de ce conflit ou en tout cas de ce qui peut se passer du côté de l'Iran. Qu'est-ce que ça t'évoque là aussi ce qui se passe et cette résurgence finalement de la contestation en Iran? C'est vrai que les États-Unis ne sont pas vraiment intervenus en Iran, comparé à partout ailleurs en ce moment. Il faut noter que donc l'Iran a coupé les communications à l'intérieur du pays, donc les connexions entre l'intérieur et l'extérieur du pays. Aussi, cette semaine, le gouvernement a annoncé qu'il devrait revenir à la normale progressivement. Alors, progressivement, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est ce qu'ils ont annoncé tout à l'heure, donc à suivre.
Oui, évidemment, c'est une affaire à suivre. On part maintenant du côté de la Suisse. Le Forum économique mondial a débuté aujourd'hui à Davos, en Suisse, dans un contexte international toujours très tendu. Une soixantaine de chefs d'État et plus de 600 patrons sont attendus durant toute la semaine afin d'échanger sur de nombreuses thématiques. Plusieurs dossiers brûlants seront au cœur des discussions. Le conflit russo-ukrainien alimentera les débats puisque Volodymyr Zelensky, en quête d'un accord de paix, sera présent. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ambitionnent de replacer l'UE au centre des débats économiques. Face aux menaces de Donald Trump, la tenue de ce genre de forum continue de faire débat au sein de la société civile. Tristan, là aussi, le forum économique de Davos, est-ce que tu trouves que c'est intéressant d'avoir la tenue de ce genre d'événement dans ce contexte international tendu et est-ce que tu penses que ça apporte une plus-value? Alors, à titre personnel, je regarde quand même d'un œil plutôt, comment dire, un peu méfiant ce type de réunion entre grands leaders et pas que, hein. Il y a également il me semble, des économistes, des grandes puissances financières, etc., etc. Donc, je sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Je suis pas forcément spécialiste en la matière. Je sais pas si réellement ça peut vraiment apporter quelque chose de nouveau. J'ai l'impression, voilà, comme j'ai dit, que je regarde ça d'un œil un peu méfiant. On dirait de grandes réunions pour pas grand-chose, j'ai l'impression. Après, ce n'est qu'un avis personnel. Salomé, tu partages l'avis de Tristan sur ça? À mon avis, c'est un forum qui peut être utile sur le papier, puisqu'il réunit de nombreux dirigeants de la planète, surtout dans la situation géopolitique actuelle. Après, est-ce qu'ils vont vraiment discuter et Ouais. arriver à avoir des accords qui vont être pris pour les populations et les pays? Ça, c'est une autre question. J'adore l'expression sur le papier. C'est T'aimes bien? exactement ça. T'aimes bien ça, toi? À noter surtout que c'est un forum qui est économique, donc forcément, je pense pas que le sujet des populations va être vraiment mis sur la table. Comme tu as dit, ils souhaitent remettre l'Europe au centre de l'économie mondiale, et ça va passer par beaucoup de discussions, notamment sur l'accord de libre-échange avec l'Inde, qui avance de plus en plus, qui va être implémenté, ils espèrent, d'ici la fin du mois. Donc c'est pareil, c'est vraiment plus économique, des hommes riches qui parlent de l'économie. Je sais pas Oui, ce mais que... par exemple, pour ce qui se passe aux États-Unis avec le président des États-Unis, Donald Trump, qui veut faire donc les taxes pour les Européens, c'est quelque chose qui peut se discuter Ah oui, durant effectivement. ce forum. Mais est-ce que ça va aboutir à quelque chose d'intéressant? C'est autre chose. C'est susceptible de faire avancer des débats sur des questions économiques qui sont inhérentes à ce que peuvent penser les puissances mondiales, mais est-ce que ça va vraiment impacter la société civile? Là, encore une fois, je pense que c'est un autre débat. Je pense qu'il y a une forme de déconnexion entre ces élites, parce que je pense que ça concerne des élites, et la société civile. Je sais pas. Peut-être que Non, je je me suis C'est trompe. d'accord, ça. je suis d'accord. Peut-être que je me Moi trompe aussi. un peu sur ça. On termine ces brèves avec le Portugal. Au Portugal, les élections ont rendu leur verdict. Lors du scrutin de ce 18 janvier, l'extrême droite portugaise s'est hissée au second tour d'une élection, s'est hissée au second tour d'une élection présidentielle pour la première fois depuis 1986. André Ventura a récolté 23,5% des suffrages, tandis que son adversaire socialiste, Antonio José Seguro, compte 31% des voix. Depuis quelques années, l'extrême droite a connu une réelle avancée dans les urnes au Portugal, bouleversant la politique du pays ibérique. Le Portugal connaît un boom économique depuis la crise de 2010 qui avait fortement ébranlé le pays. La péninsule lusitanienne est l'un des très bons élèves de l'Union européenne sur le volet économique. Je voudrais te lancer dessus, Salomé, sur ces élections. Qu'est-ce que tu Bah, penses, toi? je vais un petit peu reprendre ce que tu as dit parce que c'est un constat assez étonnant, puisque la poussée de l'extrême droite au Portugal, elle intervient dans un contexte économique qui est vraiment favorable. Il y a une croissance autour de 2%, une dette publique en forte baisse, il y a même le revenu moyen des Portugais qui a augmenté. C'est le seul pays européen qui a pu faire ça. Mais on voit une montée de l'extrême droite. Donc ça s'inscrit vraiment dans un paysage international actuel, surtout européen, où les extrêmes droites affluent. C'est vrai. C'est vrai qu'elles affluent en ce moment. Tristan, tu avais fait une chronique il y a quelques semaines sur l'Espagne. L'Espagne, c'est un gouvernement de gauche. Est-ce que tu pourrais comparer les deux voisins ou finalement pour toi chaque pays a sa voix ou... Alors, je sais pas forcément, je connais pas très bien le Portugal, pour être honnête. Néanmoins, c'est intéressant de relever le fait que tu as une percée d'extrême droite au Portugal, alors que tout a l'air de plutôt bien se passer, en tout cas Mhm. sur le terrain économique. Je connais pas très bien le Portugal, mais
je ne vois qu'une possibilité de pourquoi l'extrême droite arriverait à faire une percée au Portugal. C'est peut-être tout ce qui est peut-être lié au sujet de l'immigration et de la sécurité. Pour moi, je pense que c'est la seule cause du ce pourquoi l'extrême droite pourrait faire une percée au Portugal. Je sais que j'avais déjà aperçu, notamment sur les réseaux sociaux, certaines vidéos au sujet d'une certaine criminalité qui pouvait augmenter au Portugal. Encore une fois, c'est pas un pays que je connais très bien, donc je vais pas forcément en dire plus. Mm. Mais je pense que c'est la seule raison pour laquelle l'extrême droite pourrait faire une percée. Parce que sinon, je veux dire, je vois pas pourquoi elle ferait une percée, si tout va bien. Mais c'est vrai que le volet sécuritaire, il est souvent invoqué au moment de désigner l'arrivée des extrêmes au pouvoir, que ce soit à droite ou à gauche. On peut souvent parler de ce volet-là. Mm. Au-delà du volet financier, il y a aussi cet aspect plus sécuritaire. Salomé, peut-être que tu es d'accord avec ça, ou parce que c'est un pays qui se porte très bien, comme tu l'as dit, Mm. économiquement. Donc il faut peut-être aller chercher les raisons de cette Mm. percée ailleurs. Moi, je pense que les raisons, elles sont plus profondes que ça, parce que si on assiste à une montée de l'extrême droite partout en Europe, et même pas seulement en Europe, puisqu'on voit bien à l'international, par exemple aux États-Unis avec l'ICE, c'est un parallèle qui a rien à voir, mais pour dire que partout dans le monde, l'extrême droite, elle est en train de se développer. Et c'est inquiétant. Et juste mettre l'accent sur l'immigration, la sécurité, c'est des excuses qu'on peut plus tellement entendre. Après, Pour c'est moi, juste une c'est... piste hein, que je mets. Oui, Hein. bien sûr, bien Après, sûr. Après, on peut essayer. Oui, mais pour moi, c'est peut-être quelque chose de plus profond que ça. Mm. Mais c'est vrai que cet échange est assez intéressant parce que ça permet de voir vraiment les différentes raisons qui peuvent hmm. pousser à voir l'extrême droite arriver au pouvoir ou non. Il y a des raisons qui sont assez différentes selon les pays, je pense. Jao, peut-être un mot de la fin sur ça Bah oui, je pense que c'est surtout que ça s'inscrit dans le cadre de la temporalité actuelle, comme Salomé l'a dit, partout dans le monde, l'extrême droite arrive au pouvoir. En Europe, on voit que c'est beaucoup le cas. Le Portugal ne fait pas exception, même si le pays en lui-même va plutôt bien, ce qu'on a l'air de croire. Hmm. Si les voisins vont pas bien, le pays lui-même peut être influencé à ce niveau-là. En tout cas, c'est un débat assez intéressant sur le Portugal. On va maintenant filer du côté des États-Unis pour la rubrique de Tristan qui va nous parler d'une figure forte de la politique américaine. Tu vas nous parler de Marco Rubio. Alors, je pense que les gens qui aiment beaucoup la géopolitique connaissent Marco Rubio, mais peut-être un peu moins le grand public. Est-ce que tu pourrais nous présenter cet homme et son avenir dans la politique américaine? Oui, bien sûr. Donc, pour commencer la chronique, moi, je m'étais posé une question pour faire une espèce de prémonition. Pourquoi Marco Rubio serait le prochain candidat à la présidentielle américaine en 2028? En réalité, c'est plus une prémonition, plutôt un constat pour expliquer que ça s'inscrirait dans une logique où il serait pas forcément un prétendant à la présidence des États-Unis, mais peut-être à la vice-présidence des États-Unis. Mais je vais expliquer le pourquoi du comment. Donc tout d'abord, il faut comprendre un peu le personnage, Marco Rubio. Il est particulièrement vu ces dernières semaines lié avec l'actualité au Venezuela. C'est le secrétaire d'État à la Maison-Blanche. Il a un grand parcours politique. Il a été notamment sénateur de Floride à de nombreuses reprises. Et il a d'ailleurs participé au fait que la Floride soit devenue, à travers les années, un État rouge. Ce qu'on peut appeler un État rouge. Là, c'est une petite digression rapide sur la Floride, mais vous regardez, avant le milieu des années 2000, il n'y a que des sénateurs et que des gouverneurs démocrates. Hein. Avant 2000, avant 2005, c'est un État démocrate, la Floride. Et petit à petit, c'est passé vers un État rouge. Il y a plusieurs raisons à cela. Bon, c'est pas forcément le sujet de la chronique, mais il fait partie des grandes figures qui ont permis, entre guillemets, à la Floride de devenir un État rouge. Marco Rubio, il est né en Floride, c'est un fils d'immigrés cubains, profondément anticommuniste. C'est une sorte de figure, une success story politique américaine qui, comment dire, qui est en fait devenue une figure montante du parti des Républicains, comme une espèce d'étendard de la réussite américaine et de cette réussite un peu limite anticommuniste. C'est-à-dire que je viens d'une terre communiste, qui est Cuba, et j'ai réussi, ma famille a réussi à s'extirper de cette doctrine communiste, est venue aux États-Unis et je suis le produit du coup de cette venue de ma famille, etc., etc., et je suis le produit de cette réussite, Et il joue une sur ça réussite américaine il joue et sur ça dans latino. sa com. Il joue sur ça, Hmm. il joue totalement sur ça dans sa com.
Et ce qui est intéressant avec Marco Rubio, c'est que pourquoi il pourrait, par exemple, être une figure qui pourrait prétendre à la présidence ou à la vice-présidence, c'est parce que c'est un monstre d'adaptabilité. Si vous regardez par exemple certaines de ses interviews ou de ses apparitions télévisées, il parle extrêmement bien anglais, c'est logique. Il parle extrêmement bien espagnol. Et il parle un espagnol qui est à la fois plutôt châtié, un très bon espagnol, un espagnol politique, lors d'interviews, lors d'apparitions télévisées. Mais également, il est également très fort sur le terrain des podcasts, des médias un peu plus alternatifs. Où là, par exemple, je peux citer l'exemple d'un petit podcast qui s'appelle Los Peachy Boys, qui est un podcast qui est réalisé par deux amis américano-cubains et qui sont installés à Miami. Et lorsque vous écoutez ce podcast, je veux dire, Marco Rubio parle un accent, parle un espagnol latino avec de l'argot cubain. Comme j'essaie d'apprendre l'espagnol, j'ai essayé d'écouter le podcast, je peux vous garantir, j'ai rien compris, hein. Il a un accent cubain qui a coupé au couteau, donc c'est-à-dire que vraiment, c'est un monstre d'adaptabilité. Il va pouvoir parler à une certaine catégorie de la population qui sont les classes politiques, les classes aisées, mais d'un autre côté, il va pouvoir parler à peut-être des gens peut-être un peu plus populaires, il va pouvoir parler aux jeunes grâce aux plateformes de podcast, etc., etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sait très très bien s'adapter. Et on l'a vu, hein, je veux dire, lors de ces dernières apparitions télévisées, au sujet au Venezuela, à Cuba, etc., etc., c'est un politique qui a pris de plus en plus de place. Et pour ceux qui ne le savent pas, il est déjà, comme je l'ai expliqué, dans le monde politique depuis très longtemps. Et il avait d'ailleurs échoué à être le leader du parti républicain lors de la primaire républicaine en 2016. Parce qu'en 2016, celui qui gagne la primaire républicaine, bah, c'est Donald Trump. À cette année-là, il finit 3 ou 4e des primaires. Donc il était déjà connu, mais à cette époque, il n'était pas autant sur le devant de la scène. Donc avec tous ces arguments-là, on peut se dire qu'il pourrait être destiné à un avenir plus grand dans la politique américaine. Néanmoins, la continuité, la logique, ça serait qu'il soit plus destiné à une vice-présidence. Pourquoi ? Parce que si, en 2028, les républicains gagnent encore la présidentielle américaine, ça serait plus logique que ça soit J.D. Vance qui soit par exemple le prétendant numéro 1 pour la présidence. Parce que pour l'instant, il est vice-président, J.D. Vance, et parce que ça serait une continuité idéologique, une suite au Trumpisme, par la figure de J.D. Vance. Et en vice-président, Marco Rubio, pour essayer de capter un peu l'électorat des minorités, l'électorat latino, parce que aux États-Unis, on vote pas forcément que pour un seul candidat, enfin on vote pour les grands électeurs, mais les grands électeurs vont élire un ticket présidentiel. C'est-à-dire le ticket avec le président et le vice-président. C'est ce qui était arrivé par exemple chez les démocrates avec Biden, Kamala Harris, un homme blanc de plus de 70 ans, etc., etc., et une femme noire. Je veux dire, comment dire, ça permet de toucher à tout le monde. Et du coup, pour conclure, au fond, peu importe que J.J. Vance soit par exemple un jour président ou vice-président, ce qu'on peut se dire, c'est que l'hypothèse, elle est totalement faisable. Si dans l'histoire des États-Unis, il y a pu avoir chez les démocrates le premier président noir des États-Unis, en l'occurrence Barack Obama, qu'est-ce qui peut empêcher le premier président latino de l'histoire américaine, mais chez les républicains? L'histoire nous le dira. En tout cas, c'était très intéressant. Est-ce que Jao, tu connaissais Marco Rubio? J'imagine que oui. Et est-ce que tu es d'accord avec Tristan sur son potentiel avenir politique? Alors effectivement, je connaissais Marco Rubio, peut-être pas dans ces intentions-là. C'est vrai que l'idée des tickets politiques, comme tu as parlé, c'est vraiment intéressant. En fait, on n'élit pas une personne, on en élit deux. Le fait de pouvoir toucher à plus de monde, un plus large électorat, Bien sûr. ça doit jouer énormément, surtout aux États-Unis, Ah oui. où on sait que la communauté latino est assez grande. Et comme tu as dit, on vote pour des grands électeurs qui vont aussi voter pour donc, le ticket. Ça doit jouer forcément dans les élections américaines. Donc à voir, est-ce que Marco Rubio il va Bien sûr. réussir dans son intérêt à lui. Comme j'ai dit, c'est un pari, hein, c'est pour ça que je suis un peu. C'est une sorte de prémonition, mais bien évidemment, c'est quelque chose qui peut arriver comme elle peut ne pas arriver. Mais je me suis dit, autant prendre les paris pour la chronique.
En tout cas, je te remercie pour la chronique, Tristan, c'était intéressant. On va maintenant passer au fun fact avec Jao qui va nous emmener du côté de Pondichéry, une ville franco-indienne qui évoque le passé colonial. Donc, on va te laisser nous présenter tout ça un peu, Jao. Bonjour tout le monde. Donc oui, j'ai pas mal galéré à trouver le fun fact, je vous avoue, pour cette fois. Je voulais trouver quelque chose en lien avec l'actualité, j'ai eu un peu de mal. Puis j'ai vu les avancées de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde. Ça m'a rappelé quelque chose. On va parler de Pondichéry. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je De pense. nom, Ouais, je pense que vraiment de pour tout le nom. monde, ça nous dit quelque chose, mais vraiment, juste de nom. Ouais, J'en de connais nom. juste ce nom. Et Bon, toi, Salomé, tu connais ou... Pareil de nom. Bon, dans l'idée, Donc, Pondichéry, fais-nous c'est découvrir. une ville en Inde qui est située au sud-est du pays. Cette ville, en fait, elle a une particularité. C'est une ville française. Donc, architecture française, des habitants qui apprennent et parlent le français, une cuisine, une culture française, mais qui appartient quand même à l'Inde. Hmm. Alors, pourquoi une telle culture française implantée? Bon, la réponse, je pense que vous l'avez deviné, c'est le passé colonial. Pondichéry, en fait, elle est acquise par la Compagnie française des Indes orientales en 1674. Sa souveraineté, elle a été longtemps bataillée entre Français, Hollandais, Anglais, mais au final, c'est les Français qui l'ont obtenue. Sauf que, bah, rappelez-vous, entre 1757 et 1947, l'Inde, elle est britannique. Et Pondichéry reste française. Putain. Donc même pendant ce temps-là, Pondichéry, en fait, est entouré d'un immense territoire britannique, mais appartient à la France. En fait, ça permettait à la France d'avoir un point stratégique pour pouvoir commercer dans la zone. Et qu'est-ce qu'elle est devenue cette ville, Jao? Alors, très bonne question. En 1962, Pondichéry, elle a officiellement été transférée à l'Inde. Donc, si vous calculez, ça signifie que la ville est restée française pendant 288 ans. Pendant tout ce temps-là, Pondichéry évoluait de la même manière que la France métropolitaine, avec donc les institutions françaises. Mais depuis 1962, l'héritage culturel laissé par la France à Pondichéry a été quand même conservé, euh, à contre-courant des autres profils de décolonisation. C'est là-bas qu'on retrouve donc le consulat de France en Inde. Il crée un véritable pont diplomatique entre les deux pays, et c'est pourquoi la France et cette région de l'Inde sont plutôt proches. Mais plus insolite encore, ça je trouve ça fou, c'est que la ville de Pondichéry elle coopère avec certaines régions françaises, comme par exemple le centre Val-de-Loire. Ça veut dire que, D'accord. voilà, pour développer notamment le tourisme entre les deux. Ça veut dire qu'il y a des Indiens de Pondichéry qui vont venir dans le centre Val-de-Loire, et des gens du centre Val-de-Loire qui vont aller jusqu'à Pondichéry. C'est incroyable. Donc voilà, ça développe le tourisme, les échanges culturels, l'agriculture, même encore le patrimoine. La langue française, elle continue d'être valorisée là-bas, et enseignée aussi, en tant que deuxième langue, de langue étrangère à apprendre, comme la LV2 chez nous, quoi. Euh, Même des fêtes françaises comme le 14 juillet, la fête nationale, sont encore célébrées avec des défilés ou autres. Puis même l'architecture de la ville reste en grande partie française. Donc elle est héritée de la période coloniale, avec des rues qui sont perpendiculaires, une organisation entre quartiers qui rappelle la France. Mais au-delà du simple passé colonial, le Pondichéry actuel, il s'inscrit dans le partenariat stratégique entre l'Inde et la France. Donc ça, c'est un partenariat qui a été instauré en 1998 entre les deux pays pour garantir la défense, la diplomatie, l'énergie, la sécurité, même dans le domaine économique, l'espace, la recherche. Et donc ça a été instauré par Jacques Chirac lors de sa visite en Inde en 1998. Et en ce qui concerne l'actualité, donc l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde, bah, Pondichéry joue un rôle de facilitateur dans les relations, parce que l'Inde est désormais habituée à de tels échanges avec l'Union européenne, donc avec la France principalement, mais avec l'Union européenne. Et cet accord va être déterminant donc à la fois pour l'Union européenne et pour l'Inde face à la montée soudaine et l'imprévisibilité des États-Unis. L'Inde est sujet à des tensions, comme l'Union européenne face aux États-Unis, et souhaite relancer l'accord donc le plus rapidement possible. De même pour l'Allemagne, la France et donc l'Union européenne. Pondichéry permet donc vraiment à l'État français une diplomatie positive en Inde en vue de ces accords. Très intéressant là aussi. Bon, on dit souvent que la géopolitique c'est un sujet sérieux, mais je pense que là on peut quand même dire que c'est un fun fact en réalité, parce que c'est assez étonnant quand même de voir une ville supposée indienne qui regorge du passé colonial français. Est-ce que toi, Tristan, tu préfères y voir quelque chose de plutôt enrichissant, parce que c'est vrai que culturellement c'est enrichissant d'avoir des échanges peut-être entre une ville indienne et une ville ou une région française comme le Centre-Val de Loire, ou est-ce que tu vois les vestiges de la colonisation en fait, et donc quelque chose d'un peu plus dramatique? Je pense que ça dépendra des aspirations de chacun. J'avoue que sur ce point-là, je préfère le voir en positif. Parce que c'est le genre de fun fact, de fait insolite qui m'intéresse vraiment énormément. Euh, Enfin, par exemple, dans la même veine,
j'avais vu il y a pas si longtemps, il y a une ville en Argentine, qui commence par un P, je crois que c'est Pigoué, un truc comme ça. Une ville en Argentine qui a été fondée par, je sais plus si c'est des mecs de l'Aveyron et tout au 19e siècle ou 18e, mais c'est un truc de fou. Vous pourrez regarder si vous cherchez un peu, vous tapez ville argentine origine française et vous allez trouver. Et dans cette ville, le français est encore enseigné, etc., etc. Je trouve ça assez fou. Donc moi, je suis friand de ce genre de fait insolite. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. C'est que Enfin, c'est sa chronique m'a beaucoup plu. c'est que c'est un parallèle assez intéressant quand même parce qu'on voit qu'il y a des choses assez méconnues quand même dans l'histoire et peut-être que ce sera le sujet d'un de tes prochains fun facts si tu bascules sur le fun Peut-être. fact. Et toi, tu connaissais Salomé Pondichéry? Tu connaissais les liens qu'il pouvait y Je avoir? connaissais pas du tout les liens, mais ouais, du coup, ça fait penser à une sorte de jumelage entre Oui, complètement. les deux villes. Donc, c'est pour le coup un vestige colonial a fait ressortir le meilleur. Oui, On peut voir ça comme ça. c'est ça la différence, entre un jumelage classique, c'est justement ce passé colonial-là qui a fait que Pondichéry est devenue française pendant 288 ans quand même. Oui, donc il y a une Quand marque même. qui est quand même très forte. On va maintenant passer à la dernière chronique avec le rendez-vous en terre inconnue de Salomé qui va nous emmener du côté de la Bolivie avec le désert de sel du Salar d'Uyuni, c'est ça? Tu me dis si je me trompe, Exactement. qui est en proie à l'exploitation de lithium par les grandes puissances mondiales. Donc je te laisse nous présenter ta chronique, Salomé. Alors, moi, je voulais parler de la Bolivie parce que c'est un pays où je suis allée personnellement et qui est, pour moi, pas assez valorisé, si je peux dire même sous-coté. Donc, pourtant, elle concentre une diversité géographique et culturelle vraiment incroyable. C'est un pays perché dans les montagnes. Sa capitale, La Paz, est notamment recensée comme étant la capitale la plus haute au monde, avec 3600 mètres d'altitude. La Bolivie, c'est connu pour son lac Titicaca sacré, plus haut lac navigable au monde. C'est aussi connu pour sa forêt amazonienne, des mines avec plein de richesses, ou encore le désert de sel. Donc autant de paysages divergents que de richesses culturelles, puisque les Boliviens composent entre traditions autochtones, héritages coloniaux, langue quechua, aymara, espagnol. Le désert de sel, lui, est situé dans le sud-ouest de la Bolivie. Donc le Salar de Uyuni, c'est le plus grand désert de sel au monde. Il s'étend sur plus de 10 500 km². C'est un paysage d'une beauté presque surnaturelle. C'est comme imaginer un désert blanc avec un sol craquelé et des milliers de cristaux de sel. Bien plus qu'un paysage à couper le souffle, le Salar d'Uyuni abrite l'un des plus grands gisements de lithium au monde. Donc on rentre enfin dans le vif du sujet. Le lithium est un métal stratégique, pour rappel essentiel notamment pour les batteries des voitures électriques, des téléphones ou de nombreuses technologies de demain. Les estimations montrent que la Bolivie détient une part considérable des réserves globales de la planète avec des dizaines de millions de tonnes potentiellement exploitables. Pour les communautés locales, le Salar d'Uyuni est depuis longtemps une source de vie grâce au tourisme. À savoir que 90% des habitants de la région vivent aujourd'hui grâce à cette activité. Donc c'est quand même énorme. Chaque année, des voyageurs du monde entier affluent pour découvrir ce désert de sel, ses mirages de reflets étincelants, ces lagunes aux couleurs changeantes, situées tout près de la cordillère des Andes. Et depuis quelques années, cependant, la Bolivie se retrouve au cœur d'un enjeu géopolitique majeur, l'exploitation de son lithium. Le pays a signé notamment plusieurs contrats avec des acteurs internationaux comme la Chine ou la Russie. Plusieurs usines d'extraction y ont été construites sur le désert lui-même. Et ces projets représentent des investissements de plusieurs centaines de millions, voire plus d'1 milliard de dollars, et visent à répondre à la demande mondiale croissante en lithium. Donc ces accords, ils sont loin d'être unanimement salués. Les communautés locales, elles s'inquiètent de l'impact environnemental, notamment sur l'eau douce, qui est utilisée pour l'extraction du lithium, et très rare dans une région aussi salée. Donc c'est de l'eau douce qui est vitale pour l'agriculture traditionnelle, l'élevage et même pour la survie des écosystèmes fragiles du plateau. Et surtout, sur l'avenir économique de la région, il n'est pas certain que ces projets à terme permettent de lier tourisme et exploitation du lithium. Les réserves d'eau ont chuté, il devient très compliqué pour les habitants de la région de faire pousser leurs plantations.
c'était pas très positif. Mais c'est la réalité de ce qui se passe en Bolivie. Donc, c'est un parallèle assez fort, puisque d'un côté, il y a vraiment un paysage assez unique qui, encore une fois, est en proie à exploitation, qui entraîne aussi des détériorations pour la qualité de vie des populations, quoi. Donc, un schéma qu'on retrouve Souvent. souvent. Effectivement, ça me fait penser à pas mal d'exploitations comme ça qu'il y a en Afrique, des exploitations minières sur des territoires qui de base étaient protégés, enfin pas protégés, mais des paysages exceptionnels comme le désert de Celle-là, et qui, en proie à donc des ressources naturelles, enfin, ont été, comment dire, ils ont Oui, été pillé. Enfin, pillés, ouais, par des Mm. puissances internationales, et ça a ruiné complètement la vie des gens qui vivaient à côté. Toi aussi, Tristan, tu le vois comme une remise en question de la souveraineté bolivienne? Ou est-ce que ça pourrait leur permettre aussi de financer certaines infrastructures, même si on sait évidemment que les puissances mondiales viennent surtout pour leurs intérêts économiques, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Malheureusement, je dirais un peu des deux. Comme vous l'avez bien dit, c'est un schéma qu'on retrouve très souvent. Et malheureusement, en fait, c'est vraiment un point central dans la géopolitique, c'est que bah, c'est souvent pas très cool en réalité, hein. Je veux dire, beaucoup d'États sont là pour leurs propres intérêts. Certains s'en cachent pas. Et je veux dire, je pense que dans ce genre de contrat, la Bolivie doit se dire que en signant ce contrat-là, elle va subir malheureusement ça, que d'un autre côté, elle va en tirer certains bénéfices ou une certaine protection, peut-être liée à certains accords économiques, etc., etc. Malheureusement, géopolitique, c'est souvent le plus gros qui gagne et le plus puissant. Et bah, comme on l'a expliqué, on se doute de pourquoi ces grandes puissances tissent des liens avec ce genre de pays, ou la Bolivie dans ce cas précis. Mais c'est la géopolitique, malheureusement. Malheureusement. Au final, c'est les populations qui en paient le prix fort, malheureusement. Mais néanmoins, parce que je pense qu'on a plus le temps, mais ça m'aurait grave intéressé que tu parles plus de la Bolivie. Parce que ça sent, tu Avec l'as dit que plaisir. c'était un pays que tu appréciais. Oui. Il y a beaucoup de choses qui m'intéresseraient sur ce pays-là. Donc, C'est que c'est un pays qui a l'air assez intéressant, mais il ouais. me semble même qu'il y a deux capitales, il me semble. Oui, La Ouais. Paz et Sucre. Ouais. Voilà. C'est quoi la différence entre les deux? La Paz, c'est la capitale administrative, alors que Sucre, c'est la capitale politique, il me semble. Ok. Économique peut-être? Oui, Et non, même, économique. mais Ouais, en c'est fait, possible. même sur économique, je suis pas sûr. Parce qu'en fait, j'allais rajouter un truc, mais tu as peut-être raison. Mais parce il y a également, je crois que c'est la plus grosse ville de Bolivie avec 1 million d'habitants, ou en tout cas la plus grosse ville en termes de population. Je crois que c'est Santa Cruz de la Sierra. Oui, Je suis allé vérifier. Il paraît que c'est le cœur c'est encore. commercial. Est-ce que J'y tu suis connais allée bien la aussi. ville? Tu y es allé? Mais c'est une ville beaucoup Si. plus industrielle, Ok. vachement moins accueillante, Ok. et où il y a beaucoup moins de tourisme pour le coup, mais où il se passe des réelles choses pour le pays. Ok. Et non, aller en Bolivie, c'est exceptionnel. Je recommande. C'est vrai que ça a l'air assez intéressant et idyllique, au-delà du fait que les puissances mondiales viennent exploiter le lithium. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Encore une fois, beaucoup de choses assez intéressantes. J'espère qu'on a pu cultiver pas mal de monde encore une fois, c'est le but. En tout cas, voilà, je vous remercie. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour l'épisode 8. Passez une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée.